Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064. Facebook, Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com. Vous avez droit de savoir. Ceci est un chant d'Artemisia Anoua. C'est aussi un champ de bataille où se déroule l'un des ultimes combats contre la malaria. La maladie fait chaque année 500 000 victimes, en majorité des enfants. Nous sommes à Madagascar. Ces paysans récoltent l'Artemisia Anoua, une plante originaire de Chine. Elle appartient à la nombreuse famille des armoises, comme l'absinthe ou les dragons. Certains voient dans l'Artemisia Anoua une plante dangereuse. Elle est d'ailleurs interdite en France et en Belgique. Pourtant, elle n'est pas toxique et ce n'est pas une drogue. L'artémisia n'est dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. C'est très important, c'est urgent, parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. We'll have to have drugs and vaccines and other things to do these eradication. C'est des histoires de pouvoir et d'argent et de territoire, et c'est toujours ça. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrifiant. La solution est sous nos pieds. Cette plante est interdite en France. Artemisia! L'artémisia, c'est une mauvaise herbe qui pousse partout sur Terre. J'aimerais les voir avec un enfant mourant devant eux. Si l'OMS perd l'artémisinine, c'est une catastrophe. C'est un énorme business. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Pour comprendre les enjeux de cette histoire, un rappel s'impose. La malaria, aussi appelée paludisme, est une maladie infectieuse propagée par un moustique, l'anophèle. Seule la femelle anophèle est porteuse du parasite. Il y a plusieurs sortes de parasites qui transmettent des formes différentes de la maladie. Celle qui nous intéresse est la plus sévère, causée par un parasite nommé Plasmodium falciparum. Ce parasite est très complexe. Il change de forme et d'expression génétique à chaque étape de son cycle de vie. La maladie se manifeste par des fièvres violentes et des sueurs. Elle occasionne parfois une anémie qui peut dégénérer en coma à l'issue fatale. Les enfants sont les principales victimes de la malaria. Dans certaines zones très touchées, un enfant sur 5 en meurt. Depuis la nuit des temps, l'homme fait la guerre à la malaria sur 2 fronts. La lutte contre le parasite et la lutte contre le moustique. Le moustique anophèle pond ses œufs dans l'eau stagnante. Sur ce film de 1940, on voit un soldat répandre du pétrole à la surface d'un étang pour tenter d'asphyxier les larves du moustique. Dans les années 40, on découvre un insecticide puissant et bon marché, le DDT. S'appuyant sur cette arme de destruction massive, l'Organisation mondiale de la santé va lancer en 1954 une campagne d'éradication du paludisme. Déversé en quantité industrielle, le DDT permettra d'éradiquer la malaria des pays industrialisés. En 1964, il n'y a plus de malaria en Europe. Les campagnes de lutte vont se poursuivre en Inde, en Amérique du Sud et en Afrique. La lutte contre les moustiques et la malaria trouve au Congo un nouvel auxiliaire. Utilisé sur une grande échelle pour répandre les produits insecticides sur les régions les plus insalubres,
l'hélicoptère donne à nouveau la mesure de ses qualités manœuvrières et couvre chaque jour des surfaces que l'homme aurait mis des mois ou des années à traiter. Mais on commence à s'inquiéter de l'effet du DDT sur la santé des populations, même si aujourd'hui encore, sa toxicité n'a pas été réellement démontrée. Le produit est retiré du marché, puis interdit. Les industriels de la chimie vont en profiter pour proposer d'autres insecticides plus chers. Autour de la malaria, le business commence. Jusqu'à aujourd'hui, aucun insecticide n'est venu à bout du moustique. On se contente donc d'éviter qu'il agresse l'homme. Pour se protéger des piqûres, on utilise des produits répulsifs et surtout des moustiquaires. Depuis la fin des années 80, la plupart des moustiquaires sont imprégnés d'insecticides à effet longue durée. Elles sont souvent distribuées gratuitement. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime que le nombre de cas de malaria a diminué de moitié grâce à la distribution de moustiquaires imprégnés. Mais n'est-ce pas un cadeau empoisonné? Nous avons rencontré au Luxembourg le professeur Pierre Ludgen. Ce docteur en chimie a travaillé longtemps pour des multinationales du secteur. Dans beaucoup de pays, il y a une recrudescence. On a vu ça au Burundi maintenant, on a vu ça dans plusieurs pays. Depuis qu'on met vraiment en place les moustiquaires, il y a une épidémie qui se déclare de nouveau. Et j'essaie de comprendre. Et j'ai une hypothèse, c'est que les pyréthroïdes, insecticides qui se trouvent sur le moustiquaire, ne tuent pas tous les moustiques. Ceux qui survivent, c'est les... Et ceux-là, ils sont d'attaque et c'est ceux-là qui deviennent transmetteurs virulents du paludisme. À l'Institut de médecine tropicale d'Anvers, nous avons rendez-vous avec un entomologiste spécialisé dans la lutte contre la malaria. Le professeur Kozman s'inquiète d'un changement de comportement chez les anophèles. On peut voir effectivement à certains endroits, surtout après l'usage massif des moustiquaires imprégnés, que le moustique peut à ce moment-là décaler son agressivité plutôt en journée ou le plus souvent en soirée. Autre grief adressé aux moustiquaires imprégnés, cher à l'OMS, certaines ne verront que le lit des rivières. Ce détournement est un exemple de la manière dont une idée charitable peut avoir des effets pervers sur l'environnement. Parallèlement à la lutte contre le moustique, s'est organisée la lutte contre le parasite. On a pensé d'abord à un vaccin, comme il en existe contre la rage ou la variole, mais à ce jour, aucun vaccin anti-malaria n'est disponible sur le marché. Restent les médicaments. C'est dans cet ancien laboratoire de l'université Paris-Descartes que fut isolée la quinine. Nous avons ici un pot de sulfate de quinine qui a été isolé par Pelletier et Caventou qui ont découvert tous les deux la quinine en 1820. Jusqu'alors, la seule substance qui était utilisée pour se protéger du paludisme, c'était l'écorce de quinquina. Donc d'un seul coup, c'est devenu vraiment un très gros progrès puisque on avait vraiment la quinine, le principe actif pur, que l'on pouvait administrer à la dose exacte aux patients. Donc c'était un très gros progrès thérapeutique à l'époque. Des générations d'adultes et d'enfants seront soignés par la quinine. L'Indonésie était en 1940 le premier producteur mondial de quinine. Quand le Japon envahit l'archipel et empêche toute exportation, les Occidentaux se rendent compte de leur dépendance à la matière première. Ils développent rapidement une molécule de synthèse, la chloroquine, qui donnera naissance à de multiples déclinaisons, dont la célèbre nivaquine.
C'est une autre guerre, celle du Vietnam, qui va révéler l'existence d'un traitement alternatif. Les combattants des deux camps sont assaillis par les moustiques. Pour faire face à la malaria, les Américains prennent de la chloroquine. En face, les troupes communistes sont décimées par la maladie. Des vétérans diront plus tard que la malaria était plus redoutable que les GIs. Le dirigeant communiste Ho Chi Minh fait alors appel au grand frère chinois, qui propose de lui envoyer une plante médicinale connue depuis des siècles en Chine, le Xin Hao. Nom scientifique, Artemisia annua. Des tonnes d'Artemisia sont amenées vers le Vietnam et consommées en tisane par les combattants communistes. Elle fait l'effet d'une potion magique et contribuera même modestement à la victoire des Viet Cong. Certains y verront le premier succès de la médecine naturelle sur la médecine conventionnelle. Parallèlement, Mao avait lancé en 1967 le projet 523, une vaste recherche qui vise à isoler les principes actifs des plantes médicinales, dont l'artémisia. Étrangement, les Occidentaux vont tourner le dos à la plante, qui retombe dans l'anonymat. L'Organisation mondiale de la santé continue à recommander la chloroquine. Les laboratoires développent bien quelques nouvelles molécules, mais pas pour les populations du Sud touchées par la malaria. L'industrie cible une clientèle occidentale qui se rend sous les tropiques. Pour les traitements préventifs, il y a soit la malarone, soit le lariam, soit la doxycycline, mais tous ces produits ils nécessitent vraiment une consultation médicale, une prescription médicale. Il faut une ordonnance. Oui, il faut une ordonnance pour ces produits. Et sinon, c'est quoi les différences? La différence, il y a déjà une différence de prix entre la malarone, qui est un produit quand même assez coûteux, et puis la doxycycline, qui est très peu coûteuse. Le lariam, maintenant, c'est quasiment plus utilisé en Guyane. Et pour cause, ce médicament est largement décrié. Il continue pourtant d'être prescrit, alors que ses effets secondaires peuvent être dévastateurs, particulièrement chez les personnes sensibles. Autre question dans l'actu du moment, comment va Stromae? Le chanteur est KO physiquement, il vient d'annuler toute une série de concerts jusqu'au 2 août exactement, un silence assourdissant. J'ai subi des effets secondaires du lariam. Ça m'est arrivé en 2015, en juin 2015. C'était dans le cadre de ma tournée en Afrique. J'étais stressé, j'étais épuisé. Tout prédisposé à péter un plomb, ça c'était sûr, mais l'accélérateur c'était le lariam, quoi. Pendant le concert, je ne me rendais pas compte parce que j'étais persuadé de la folie dans laquelle j'étais. Évidemment, on n'a pas de recul. C'est de la paranoïa, c'est plein de trucs. Et puis mon frère a eu le déclic et là il s'est rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je pense que s'il n'avait pas été là, je me serais sans doute suicidé cette nuit-là, ça c'était sûr. Je pèse bien mes mots quand je dis ça. Et s'il n'avait pas été là, je pense pas que je pourrais vous parler aujourd'hui. Au Royaume-Uni, le lariam est au centre d'un procès qui oppose des centaines de vétérans de la guerre d'Irak au ministère de la Défense. On apprend que l'ancien chef de la British Army avait lui-même refusé de prendre du lariam, après avoir vu son fils revenir du front avec des troubles psychologiques graves. Comme tous les soldats en mission, il était sous lariam. Nous avons demandé par recommandé une interview auprès de la société Roche qui commercialise le lariam en France. On nous a répondu par téléphone que la firme ne faisait pas de commentaires. Malgré des effets secondaires redoutables et des procès dans plusieurs pays, la mefloquine, la molécule du lariam, figure encore sur la liste des médicaments essentiels recommandés par l'OMS. Dans le même temps, l'organisation refuse de reconnaître les vertus thérapeutiques de l'Artemisia annua, pourtant inoffensive. 2 poids, 2 mesures. Ce que l'OMS redoute par-dessus tout, c'est le phénomène de résistance, comme celui qui a précipité la fin des traitements à la chloroquine. La résistance des parasites aux médicaments antipaludiques, c'est leur capacité à se développer malgré la présence d'une concentration sanguine efficace du médicament. Et cette résistance est généralement liée à des mutations du parasite.
Dans les années 70, on a vu l'émergence de la résistance à la chloroquine en Asie du Sud-Est et peu de temps après, on a vu l'émergence de la résistance en Amérique du Sud. Cette résistance a commencé à s'étendre de l'Asie du Sud-Est et elle a atteint l'Afrique à la fin des années 70, début des années 80. Le Colombien Germán Velázquez était directeur à l'OMS à cette époque. L'OMS s'est occupée très peu de stimuler la recherche et le développement des produits pharmaceutiques en général. En ce qui concerne la malaria, l'OMS n'a pas pris action vite au moment où on a commencé à avoir la résistance à la chloroquine. Et donc, les produits qui sont venus après à remplacer la chloroquine ont arrivé parfois très tard. Début des années 80, la malaria recommence à tuer en masse. Cette situation catastrophique va précipiter le retour en grâce de l'Artemisia annua. Le projet 523 des Chinois a abouti à l'isolement d'une molécule baptisée artémisinine, que l'on croit alors être l'unique principe actif de l'Artemisia annua. Cette découverte sera attribuée au docteur Tu Youyou et lui vaudra le prix Nobel de médecine en 2015. L'artémisinine aura attendu des dizaines d'années avant cette consécration. Au début des années 2000, les premiers médicaments chinois à l'artémisinine commencent à circuler en Afrique. Alexandre Poussin est l'un des premiers occidentaux à avoir testé ces médicaments en 2001. Avec sa compagne, Alexandre monte l'Afrique du sud au nord à pied. On a bel et bien repris la marche et cette fois-ci au fond du rift. Là, nous marchons entre le lac Manyara et le lac Natron, en plein cœur du pays Maasai. Le couple est au Kenya quand Alexandre est pris d'une crise de malaria. Quand on a eu notre première crise, j'ai voulu tester sur moi-même ce médicament chinois. Bon, c'était un peu culotté, mais c'est vraiment vrai. Je l'ai fait et en 24 heures, j'allais mieux. En 48 heures, j'étais guéri. J'avais plus de symptômes. Je n'étais pas guéri. Ça, je l'ai su plus tard. Mais ça a fonctionné. Ce qu'Alexandre ignore alors, c'est que l'artémisinine est très efficace pour détruire en quelques heures la majorité des parasites de la malaria. Mais certains échappent au traitement. Il faut de toute urgence combiner ce médicament avec une autre molécule qui va éliminer les derniers parasites. C'est le début des combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine, les ACT. L'OMS va quasiment imposer les ACT à tous les pays impaludés. Le marché des ACT explose, avec pour conséquence une pénurie de la matière première, dont le prix d'achat atteint des sommets en 2005. Les cultivateurs, principalement chinois, ne parviennent pas à suivre. C'est le moment que choisit Charles Gibin, un entrepreneur français installé à Madagascar, pour se lancer dans la production d'Artemisia annua à grande échelle. On a démarré un programme de paysanat où on avait la première année peut-être 1000 planteurs. Et on est arrivé maintenant à être présent dans une dizaine de régions à Madagascar. Et cette année, on a surpassé même le chiffre de 10 000 petits planteurs à qui on prodigue des conseils. Et à la fin du cycle, on leur achète la matière première à un prix convenu dans un contrat annuel avec chaque paysan en direct. On est là à donner aux paysans la culture d'Artemisia, qui sera donc une culture en contre-saison pour apporter d'autres revenus après le riz. L'Artemisia, ça ne se mange pas. C'est un des gros points qui fait hésiter certains paysans, alors que c'est ce qui assure leur rentrée d'argent. Parce que dès qu'il y a la production, nous, on est là, on achète, on paye directement au moment de l'achat. Les paysans malgaches se laissent séduire par la perspective d'un bon rendement. En une saison, un cultivateur peut gagner jusqu'à 700 € cash. C'est une aubaine dans ce pays où une grande majorité de paysans disposent de moins de 1 € par jour. Je suis très contente parce que j'ai beaucoup de production par rapport à l'année dernière. L'argent que j'ai gagné avec l'Artemisia, c'est pour l'école de mes enfants et notre nourriture.
l'entreprise franco-malgache accumule des milliers de tonnes de feuilles d'artémisia séchées et les achemine vers son usine de traitement. C'est ici que se réalise l'extraction de l'artémisine, destinée à la production de médicaments ACT. Pour extraire la molécule, il faut d'abord compacter la matière première en granules. Elles seront ensuite mélangées à des solvants pour obtenir une mélasse. À la sortie de la chaîne de production, les feuilles d'Artemisia annua ont été transformées en cristaux d'artémisinine. En 2016, Bionex a produit 17 tonnes d'artémisinine, soit l'équivalent de 42 millions de traitements ACT. Un succès industriel indéniable qui attire les critiques. Des voix s'élèvent dans le pays. La production d'Artemisia annua aurait des conséquences désastreuses sur la culture du riz qui nourrit la population. Des études en laboratoire ont en effet montré que les racines d'Artemisia empêchaient d'autres végétaux de pousser au même endroit. Sur le terrain, cela ne semble pas se vérifier. Les paysans disent n'avoir rien constaté. Moi, ça fait des années que je cultive. Mon constat, c'est plutôt que l'artémisia nourrit le sol. Mais ça rend aussi l'entretien du riz plus facile. Il y a moins de mauvaises herbes après l'artémisia. L'odeur de l'artémisia annua séchée parfume désormais les villages malgaches. Mais il s'agit d'une culture d'exportation pour produire médicaments et non pour soigner directement la population de Madagascar avec la plante. Quelques paysans ont pourtant bien compris l'intérêt d'un circuit court. Si on a la malaria, dès qu'on a de la fièvre, on ajoute une petite pincée d'artémisia et on le boit. Et la fièvre disparaît. En 2001, Alexandre Poussin accomplit toujours son Africa Trek. On se souvient qu'il avait été soigné par un médicament chinois, l'artémisinine. Soigné, mais pas guéri. Il fait une nouvelle crise de malaria en Éthiopie. J'ai eu le falciparum, le neuropalu, et là on n'avait pas le traitement chinois. J'avais des signes aigus d'un paludisme qui a pu m'emporter. Ça faisait 3 jours que je l'avais, on est arrivé un peu en perdition dans le dispensaire, et on m'a administré de la tisane d'artémisia. La même plante, mais pas sous forme de gélules ou de comprimés faits par un laboratoire, la plante en tisane. Et j'ai bu 3 litres de cette tisane en une journée. Et le soir même, j'allais beaucoup mieux, je me levais. Et le lendemain soir, j'avais plus de symptômes. J'étais plus malade. Et à ce jour, 15 ans après, j'ai toujours pas eu de rechute. J'ai le palu, mais il n'est jamais revenu. Et je ne me suis jamais soigné donc avec une thérapie occidentale. Relaté dans son livre vendu à plus de 400 000 exemplaires, cet épisode va intéresser des médecins, des herboristes, des humanitaires. Mais ils vont se heurter au dogme. Artemisia annua est une jolie plante, une astéracée, qui est très efficace mais interdite en France. Efficace mais interdite. Interdite par le gouvernement, par le Codex Alimentarius, par l'OMS, par plein de gens qui travaillent en poule avec les laboratoires pharmaceutiques et avec l'ordre mondial aujourd'hui. Nous avons ensuite tenté notre chance dans une herboristerie spécialisée. Dans les rayons, à côté de l'artichaut, pas d'artémisia. Il arrive très souvent que des gens viennent nous demander cette plante, effectivement, quand ces personnes vont voyager, que ce soit en Afrique ou en Asie. Et vous leur répondez? Et je leur réponds que malheureusement, la réglementation française ne nous autorise pas à disposer de cette plante. En Belgique, un arrêté royal de 1997 répertorie les plantes dangereuses qu'il est interdit de vendre ou consommer. Parmi elles, l'artémisia annua, pourtant nullement nocive. Curieusement, elle est autorisée au Luxembourg voisin. Le professeur Ludgen a fait connaissance avec l'artémisia au moment où il prenait sa retraite et rejoignait une ONG active dans la lutte contre le paludisme.
Il a très vite senti le potentiel de l'artémisia. On a fait des programmes de plantation au Pérou, au Cameroun. On a lancé des bourses avec des Sénégalais et des Péruviens, tout ça financé par notre ministère de la Coopération et par le Fonds national de la Recherche. Très bien, jusqu'au jour où on a eu un choc. Voilà que, on le sait maintenant, les délégués de l'OMS, de Big Pharma et de l'Institut des maladies tropicales d'Anvers ont rendu visite à notre ministère de la Coopération pour lui dire qu'il finançait des activités qui n'étaient pas de son ressort, que les maladies, c'était du ressort des sociétés pharmaceutiques et de Big Pharma. Et il est incliné, et nous, du jour au lendemain, on nous a coupé tous les fonds. Un brin candide, Pierre Ludgen pense pouvoir convaincre l'OMS de changer d'avis. En 2012, il obtient un rendez-vous au siège de l'organisation à Genève. L'accueil est courtois, sans plus. Un mois plus tard, l'OMS publie sur son site une sévère mise en garde. L'OMS ne recommande pas l'utilisation des extraits d'Artemisia annua sous n'importe quelle forme, y compris la tisane, pour le traitement ou la prévention de la malaria. Pour Pierre Ludgen, c'est un véritable camouflet. Et on a dit non, on n'a pas le droit d'interdire de guérir des gens avec une herbe médicinale. C'est contre les traditions, c'est contre le bon sens. On a relancé les activités avec des plantations et ça a très bien démarré. Depuis cette époque, des plantations d'artémisia à des fins de recherche fleurissent un peu partout, de la cordillère des Andes à la Palestine et bien sûr en Afrique. Le soleil du Sénégal lui réussit particulièrement bien. À Thiès, la recherche se concentre sur les semences. Cultiver l'Artemisia annua n'est pas un jeu d'enfant. La première opération consiste à récolter les minuscules graines sur des branches sèches. Une fois les graines récoltées, on pratique des semis en pépinière pour obtenir des plantules. Nous mélangeons 250 grammes de sable, bien tamisé, et 40 grammes de graines. Parce que les graines sont trop petites. Et avec 1 gramme, nous pouvons avoir jusqu'à 12 000 plantes. Le semis se fait à la volée. Ça c'est pour bien hybridifier les graines, pour les bien coller au terreau. L'objectif est ici de sélectionner des variétés adaptées à un biotope particulier. Des étudiants de l'Université de Liège participent aux recherches de terrain. Donc là, en fait, je ressèche les plantes une à une en les retournant bien, donc d'Artemisia annua, pour, dans le cadre de mon travail de fin d'études, pouvoir étudier différents tests de fertilisation minérale, organique et aussi de densité. De plus en plus de scientifiques s'investissent dans la recherche sur l'Artemisia, parce qu'ils sont convaincus de l'efficacité de la plante pour soigner la malaria. Tous se demandent ce qui justifie la méfiance de l'establishment médical à l'égard de l'Artemisia annua. L'argument le plus souvent évoqué est le sacro-saint principe de précaution. Tant qu'on ne connaît pas toutes les propriétés de cette plante, il faut se garder de l'utiliser. Le principe de précaution est appliqué dans tous les centres de recherche du monde, comme ici l'Université de Dakar. Le professeur Oumar Gueye connaît bien les vertus de l'Artemisia annua, mais il ne prendra aucun risque.
L'essentiel, c'est que tout soit fait avec des protocoles rigoureux, standards. Donc les problèmes de qualité d'abord, il faut assurer la qualité parce que on s'adresse à des humains. Si on les fait, on arrive à des résultats intéressants. Je pense que ce sera tout bien fait. Les propos du professeur Gay sont conformes à ce que veulent entendre les partenaires de l'université. Le service de parasitologie est appuyé par des gros partenaires internationaux, mais également par le secteur privé. Nous pouvons le dire comme ça. Institutions publiques, partenariats privés, principes de précaution. À tout cela, les militants pro-Artemisia opposent un argument humanitaire. Pendant qu'on tergiverse, la malaria continue de faire des victimes. Il faut leur venir en aide sans attendre. C'est la position d'Alexandre Poussin, reparti sur les pistes, cette fois en famille. Son nouveau pari, faire le tour de Madagascar. Moi, je vois des populations qui sont abandonnées par la médecine mondiale et même nationale. C'est des gens qui ne voient pas un médecin de leur vie. C'est des gens qui ne voient pas un pharmacien de leur vie. C'est des gens qui ne consomment pas un médicament de leur vie. Émus par le sort des populations touchées par la malaria, scandalisés par l'inertie des institutions, des bénévoles vont créer dans plusieurs pays des associations qui militent en faveur de l'artémisia, avec l'intention affichée de disséminer la plante à grande échelle. À Paris, nous avons rencontré Lucille Cornet-Vernet, orthodontiste. Elle aussi a découvert l'artémisia grâce à Sonia et Alexandre Poussin, qu'elle connaît bien. Alexandre nous a reparlé en fait de sa guérison par la tisane d'artémisia en Afrique lors de son périple. Et là, je me suis rendu compte que c'était une histoire qui était vraiment vraie. C'est-à-dire que cette tisane d'artémisia, Annua, soigne vraiment le palu. Et aujourd'hui, le problème principal qu'il y a, c'est que il n'y a rien dans ce monde, en fait, aucune institution qui est capable de faire les études et puis ensuite de diffuser cette thérapeutique par une plante. Et tout a démarré en fait de là. On s'est dit chiche, on monte une association pour pouvoir développer en fait la culture de l'artémisia en Afrique. Avec Alexandre Poussin, Lucille crée l'association More for Less, à laquelle se joindront des médecins, des agronomes, des philanthropes. Pour diffuser la plante, Lucille Cornet-Vernet a choisi de commencer par des actions très terre-à-terre, comme cultiver dans son potager des plants d'artémisia. Dans sa propriété au nord de Paris, elle s'adonne au semis et au bouturage dans le but de multiplier les semences. Elle confie les précieuses graines à des Africains qui retournent au pays. Tiens les semences. D'accord. Et là, j'en ai pour combien d'hectares? Chaque petite cuillère de ces semences, ça fait à peu près 1 hectare. D'accord. Donc c'est énorme ce que je te donne. Ok. D'autres associations se créent ailleurs en Europe afin de promouvoir l'artémisia. Ces initiatives sont la cible de critiques parfois virulentes de la part de ceux qui défendent le principe de précaution. En 2012, les médias belges relayent une mise en garde du professeur Kozmans dans laquelle il fustige les apprentis sorciers. Il n'a pas changé d'avis depuis. On n'est plus au Moyen-Âge. Utiliser des infusions ou des gélules dont la quantité de produits actifs n'est pas connue est, à mon avis, irresponsable. Je n'oserais jamais donner ceci à mon propre enfant parce que je ne suis pas sûr qu'il va guérir et qu'il pourrait mourir du paludisme. Pourquoi est-ce que je devrais le donner à quelqu'un qui vit en Afrique ? En Afrique, justement, des chercheurs mènent des études de terrain pour prouver que l'artémisia est efficace et sans danger. Nous sommes à Kindu, sur le fleuve Congo, dans la province du Maniema. Le docteur Jérôme Munyangi est un jeune homme pressé. Il partage son temps entre Paris, Ottawa, Kinshasa et sa région natale. Après 3 heures de piste, le docteur Munyangi va d'abord rendre visite au chef coutumier. Au pays, le respect de la tradition est un préalable incontournable. Les chefs ont autorisé le docteur Munyangi à mener une étude clinique
sur leurs administrés. Donc juste pour me remercier pour juste dans l'étude que nous avons menée ici, Moulitou Saïdia. Donc c'était bien passé grâce à la bénédiction et nous. Donc kama tunaanza leo kurudilia kuile kiganga ya bababu njoo kazi yangu mimi niko nafanya. Donc kwangu iko vile furaha mbogi nukelele. À l'autre bout du village, une surprise attend le médecin, accueilli comme l'enfant prodige. Artemisia! Les écoliers du village font la fête à l'homme qui les débarrassera peut-être de la malaria. Le parcours du docteur Jérôme Mouniangui est emblématique des difficultés rencontrées par les Africains qui défendent une médecine adaptée aux conditions du continent. Mon premier contact avec l'artémisia, suite à une crise de paludisme que je fais à Kinshasa, c'était un paludisme résistant, parce que j'avais déjà pris des antipaludéens, ça ne marchait pas. Et un ami qui travaille déjà avec l'artémisia m'a proposé la plante comme traitement. Je lui ai dit, bon, je n'aime pas les charlatans avec les plantes qui traitent avec des plantes. Il a insisté beaucoup. Et le troisième jour, je me sentais déjà très bien. Il n'y avait plus de maux de tête, il n'y avait plus de fièvre, ainsi de suite. Et à la fin du traitement, le 7e jour, je suis parti refaire les examens des laboratoires. Tout était vraiment très bien. Je n'avais plus de plasmodium. Et voilà, et c'était mon premier contact avec la plante artémisia. Impressionné par ce résultat, le docteur décide de consacrer la suite de ses études à la plante. Son diplôme de médecine et quelques feuilles d'artémisia sous le bras, il entame une maîtrise S-Sciences à Paris. Après 3 semaines d'analyse, nous étions vraiment très étonnés par le résultat que nous avons observé au laboratoire. Le professeur qui travaillait avec moi était très étonné. Elle a refait les examens elle-même. Je me rappelle encore l'un de mes professeurs qui me dit voilà, et ça c'est une bombe. Et on ne peut pas que cette bombe puisse sauter dans notre laboratoire parce que juste les subventions des laboratoires proviennent de firmes pharmaceutiques. Et on a arrêté la recherche. On m'a même arraché mon cahier de laboratoire où il y avait des manipulations. Et tous les échanges d'artémisia que j'avais amenés au laboratoire étaient confisqués. On a amené ça au bureau du directeur des laboratoires. Pratiquement exclu de l'université et privé de bourse, le docteur Mouniangui refuse d'abandonner. Il prend contact avec Lucille Cornet-Vernet, qui va l'aider à poursuivre ses recherches. Nous avons décidé ensemble en fait, de monter une grande étude aux normes de l'OMS. Donc c'est un peu compliqué, c'est randomisé en double aveugle, etc. sur un échantillon significatif de personnes. Donc là on a fait sur 1000 patients et donc j'ai à ce moment-là commencé à chercher les fonds. Donc ces études ont été financées en fait par des amis, par des fondations, par des entreprises et j'ai été émue aux larmes quand des personnes me faisaient des chèques de 50 000 euros, de 30 000 euros, de 20 000 euros, simplement parce qu'ils croient vraiment qu'une plante peut être la solution pour ce fléau apocalyptique qu'est le palu en Afrique. En juin 2015, une fois le financement trouvé, le docteur rejoint sa province natale pour lancer l'étude. 1000 patients porteurs du falciparum participent à l'étude. 500 prendront de la tisane d'artémisia, 500 autres un médicament ACT. Le docteur Mouniangui n'était évidemment pas seul pour mener une étude d'une telle ampleur. Tous les centres de santé des environs ont été mobilisés. J'ai distribué la tisane aux malades. C'est moi qui préparais cette tisane au niveau de la structure. Et les gens venaient prendre la tisane 3 fois par jour. Et les gens prenaient ça pendant 7 jours. Pour respecter le protocole de l'OMS, le docteur Mouniangui ne pouvait être à la fois l'initiateur de l'étude et l'investigateur principal. Le docteur Michel Idumbo sera chargé de cette mission.
On diagnostique le paludisme, on prélève l'échantillon, donc le sang, avant le traitement, puisque ce sang-là devrait être examiné à un laboratoire du niveau supérieur, là où on peut faire la numération des charges parasitaires. Et à ce moment-là, on mettait de façon aveugle un groupe de malades sous la tisane et un autre groupe de malades sous les ACT. Et nous avons fait 4 mois en train de récolter les données chaque jour. Donc avec les ACT et la tisane, les deux avaient un bon résultat clinique. Mais quand vous faites la parasitologie, vous allez trouver que les malades qui étaient sous tisane, il y avait disparition de la charge parasitaire. Mais tandis que les malades qui étaient soumis sous traitement ACT, il y avait encore des parasites dans l'air sang, même si leur état clinique était déjà amélioré. Oui. Les résultats sont en effet spectaculaires. Alors que les médicaments ACT sont jugés efficaces à 80%, la tisane affiche un score de 99% et sans effet secondaire, contrairement aux médicaments. Le résultat était surprenant, positivement, et c'est là que les ennuis commencent avec la médecine conventionnelle. Quel genre d'ennui? Le premier ennui, c'est l'interdiction. À la fin de l'étude, nous devions organiser une conférence. Lorsque nous avons mis le résultat au médecin-chef de zone, tout de suite, il s'est interposé. Il a dit « J'interdis, cette conférence n'aura pas lieu et je préfère que Jérôme puisse se taire et pas communiquer ses résultats à la population. » Ils ont vu que la tisane avait un meilleur résultat que les ACT et on nous a fait montrer que les différentes firmes pharmaceutiques risquent de couper leur appui. Et on a trouvé qu'il y avait orgueil, on m'a démis de mes fonctions. Le docteur Munyangui est lui aussi victime d'intimidation. L'ordinateur qui a servi à l'étude est dérobé. Quelques jours plus tard, le médecin tombe malade. Je commençais à me sentir trop mal, je vomissais, je n'arrivais plus à manger, ça fait presque une semaine et j'avais des douleurs au niveau de l'estomac qui étaient un peu trop atroces. Et là, je suis parti à Goma d'urgence pour faire les examens. Et c'est là qu'on m'a diagnostiqué, voilà, et vous étiez empoisonné. À votre avis, d'où viennent ces ennuis? À mon avis, les ennuis viennent de firmes pharmaceutiques. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Après les publications des résultats, on a dit aux patients que voilà, la tisane était efficace et eux-mêmes l'ont observé. Et là, les patients n'achètent plus les ACT en fait. Nous devenons de plus en plus gênants. J'étais interpellé par un grand dépôt pharmaceutique à Kindu qui m'a dit mais nous avons les ACT, on n'arrive plus à les vendre vraiment à cause de votre étude. Et là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Lorsque les médecins congolais parlent des firmes pharmaceutiques, ils ne font pas référence aux multinationales cotées en bourse. Les pressions s'exercent au niveau provincial. Ce n'est pas Big Pharma qui est à la manœuvre, mais les dépôts pharmaceutiques locaux. Sur le terrain, l'étude a des conséquences paradoxales. Les dispensaires de la région étaient jusqu'ici soutenus par des ONG partenaires. Peu à peu, celles-ci vont retirer leur appui. Caritas avait arrêté de nous approvisionner en médicaments contre le paludisme parce que la tisane a répondu magnifiquement sur les traitements de paludisme. Ça ne peut pas nous gêner parce que notre but, c'est seulement guérir. Après l'étude, les villageois adoptent la tisane dont ils ont été les cobayes. J'avais souvent la malaria avant. Mais depuis que j'ai participé à l'étude, je n'ai plus la malaria. Moi, j'ai toujours eu la malaria. Mais en prenant la tisane d'Artemisia, je me suis senti beaucoup mieux. Cela fait des années que j'ai la malaria. Mais depuis que je prends la tisane, j'ai la santé. Je n'ai plus la malaria. En 2016, à l'école du village, une autre expérience est menée. Les enfants boivent la tisane d'Artemisia 2 fois par semaine à titre préventif.
Certains médecins se montrent réservés. Ils redoutent qu'une prise régulière de tisane retarde l'immunité que quelques enfants finissent par acquérir naturellement. Il faut pousser la recherche. L'instituteur, lui, est absolument enthousiaste. La situation de prendre l'artémisia est pour nous une situation très favorable et rentable pour notre vie et pour la vie de nos élèves. Nous avons remarqué que la prise de l'artémisia a diminué l'absentéisme, aussi a donné les concours de l'application des élèves à l'école, même les absences étaient terminées. Le docteur Munyangi a profité de l'étude pour en mener une autre. Les patients étaient en fait répartis en 2 sous-groupes. 250 prenaient de l'artémisia annua et 250 autres de l'artémisia afra, la variété africaine. Celle-ci ne contient pas d'artémisinine. Les résultats s'avèrent parfaitement identiques dans les 2 sous-groupes, ce qui prouve que l'artémisinine, dont les labos ont fait un médicament, n'est pas l'unique substance à effet thérapeutique. Un sacré pavé dans la mare. L'étude du docteur Munyangi est achevée depuis 2015. Pour avoir un impact sur la communauté scientifique, il faut qu'elle soit publiée dans un journal médical de référence. Or, les responsables éditoriaux sont méfiants à l'égard des remèdes à base de plantes, et peut-être aussi aux études conduites sur le continent africain. Les Africains ne sont pas les seuls à révéler les vertus de l'artémisia. Au Worcester Polyclinic Institute, à 1 heure de Boston, nous avons rencontré le professeur Pamela Weathers qui s'intéresse à l'artémisia annua depuis 25 ans. Au départ, elle n'étudiait que l'artémisinine. Nous avons toujours été intéressés par l'artémisinine et nous étudions encore sa biosynthèse. Mais aujourd'hui, nous savons que l'ensemble de la plante favorise la pénétration de l'artémisinine dans le corps. Et nous avons vu aussi qu'elle contient beaucoup d'autres composants anti-malaria. Et donc, nous adoptons maintenant une approche beaucoup plus holistique. Cette plante est passionnante parce qu'elle contient plus d'un médicament, plus que 2 ou même 3. En fait, elle en contient probablement une dizaine. Nous avons réussi à prouver sur des rongeurs que la plante pouvait combattre la malaria qui résistait à l'artémisinine seule. Cela ouvre des perspectives énormes pour combattre des parasites résistants, mais aussi pour éviter l'émergence de résistance chez les humains. La question de la résistance divise les 2 camps qui s'affrontent aujourd'hui pour ou contre l'artémisia. Les opposants pensent que l'utilisation de la tisane à grande échelle pourrait générer des résistances, préjudiciables à l'efficacité des médicaments ACT. Pour les pro-artémisia, cet argument ne tient pas. Cela fait 2000 ans que la tisane est utilisée en Chine sans qu'aucune résistance ne soit apparue. Ce que la science ne parvient pas encore à démontrer, l'histoire l'a déjà mis en évidence. Et les pro-artémisia renchérissent, dénonçant au contraire l'apparition de résistance aux médicaments ACT. C'est au Cambodge qu'était apparue la résistance à la chloroquine, dans les années 80. L'histoire se répète. Depuis quelques années, certains malades ne réagissent plus aux ACT. Ce phénomène fait craindre le pire, si la résistance aux ACT gagnait l'Afrique. Pour Pierre Ludgen, ce scénario catastrophe est déjà en marche. Aujourd'hui, on a des documents publiés scientifiques qui montrent que la même combinaison donne des résistances dans au moins 12 pays africains. Et ça, ils n'arrivent pas à le dire publiquement. Mais on le sait, les Africains le savent. Pour l'instant, la résistance aux ACT est parfaitement démontrée dans la région du Mékong, où effectivement il y a une résistance aux 2 composants qui sont l'artémisinine et le médicament partenaire. Dans le cas de l'Afrique, on ne peut pas parler de résistance aux ACT parce qu'il n'y a pas de résistance aux artémisinines. Donc il y a effectivement un problème avec le médicament partenaire, mais pas avec l'artémisinine. La solution pourrait être de combiner plusieurs ACT différentes. On envisage désormais des polythérapies, comme dans la lutte contre le VIH. Pour les herboristes, les polythérapies existent déjà dans la nature.
C'est la combinaison, la synergie de leurs différents composants qui donne aux plantes leur pouvoir thérapeutique. Il faut donc les utiliser en totum, en entier, et non essayer d'en isoler un seul principe actif. À l'OMS, les plantes médicinales ont fait une timide percée grâce au rôle de plus en plus influent de la Chine. Cela tient en partie à Margaret Chan, restée à la tête de l'institution pendant 10 ans. Durant son mandat, l'institution a entrouvert la porte aux médecines traditionnelles, qui sont la première forme de soins en Extrême-Orient. Look into your culture and your beliefs. L'OMS a publié en 2013 un dossier sur les médecines traditionnelles. Pour certains observateurs, il s'agit d'une simple posture. L'organisation n'a pas dégagé de budget pour mettre en place cette stratégie. L'OMS apparaît aujourd'hui comme le principal frein à la diffusion de l'Artemisia annua, officiellement à cause du principe de précaution, mais peut-être aussi pour des raisons politiques et financières. Il y a exactement 25 ans, le budget de la OMS, les plus de 50%, étaient les contributions publiques obligatoires des pays membres de la OMS. Aujourd'hui, une vingtaine d'années après, il y a seulement les 18 ou 20% de contributions publiques, de telle façon que le secteur privé, fondations comme la Fondation Bill et Melinda Gates, ont pris le contrôle de l'organisation. Les premiers 50 ans d'existence de l'industrie pharmaceutique, on a développé des médicaments qui guérissaient les maladies. Depuis une vingtaine d'années, l'industrie pharmaceutique produit des médicaments pour traiter les maladies, des traitements mais pas pour guérir. Peut-être parce que c'est beaucoup plus rentable d'avoir un malade qui est un client. L'objectif est d'abord des profits avant des intérêts de santé publique. En juin 2016, Bill Gates faisait une déclaration solennelle. Sa fondation s'engageait à éradiquer la malaria de la surface du globe en une génération. Il va nous falloir des médicaments et des vaccins pour mener à bien cette éradication d'ici à 2040. Cette déclaration est surprenante pour 2 raisons. D'abord, elle a été faite conjointement avec celui qui était alors le ministre britannique des Finances. On aurait imaginé que le ministre de la Santé soit plutôt concerné par une maladie, mais c'est bien de finances qu'il s'agit. Car pour éradiquer la malaria, la fondation Gates promet d'investir 4 milliards d'euros. Plus étonnant encore, sur son blog, Bill Gates mentionne l'Artemisia annua. Du pur greenwashing selon ses détracteurs. Bill Gates mentionne la plante, mais c'est à la molécule d'artémisinine qu'il fait référence pour l'industrie pharmaceutique, avec qui il partage une approche très privée de la santé publique. La fondation Bill et Melinda Gates est par ailleurs l'un des principaux leviers financiers pour le développement du premier vaccin anti-malaria du géant pharmaceutique GSK. On est très fiers en tant que scientifiques parce qu'en fait, c'est le premier vaccin au monde contre un parasite. C'est vrai qu'on a une immunité, une protection partielle, mais si on considère qu'on a près de 200 millions de cas de malaria chaque année, que près de 500 000 enfants en meurent chaque année, si on peut réduire de moitié ce nombre de cas et de décès, c'est déjà une avancée qui est prodigieuse. Chez GSK, on parle de diminuer de moitié le nombre de crises de malaria qu'un enfant pourrait subir. Mais c'est l'efficacité du vaccin qui pose problème. Elle n'est que de 30%, donc on est loin d'avoir un vaccin parfait aujourd'hui. Mais le vaccin est important, ça s'ajoute à l'arsenal d'outils dont on dispose pour continuer à combattre cette terrible maladie. Mais ce qui nous gêne un peu, que ce vaccin-là, on l'utilise partout sur des milliers d'enfants en Afrique qui sont utilisés comme qu'abeilles pour un vaccin dont on ne sait pas s'il marche, qui a des effets secondaires parfois désastreux, mais là, l'OMS l'autorise. Et c'est ça qui nous gêne. Elle interdit une plante qui, sous toutes les preuves, donne de bons résultats, de très bons résultats, interdit, mais les produits des sociétés pharmaceutiques, eux, ils ont tout. Et on se demande pourquoi. Nous avons contacté la Fédération internationale des fabricants de médicaments pour lui permettre de réagir. Réponse ? Nous ne sommes malheureusement pas en mesure d'intervenir dans votre documentaire. Nous n'avons pas trouvé d'experts disponibles pour témoigner sur ce sujet.
Nous avons également insisté pour connaître la position actuelle de l'OMS vis-à-vis de l'Artemisia annua, qu'elle avait déconseillée en 2012. Nous avons reçu cette réponse laconique. Nous ne pourrons pas répondre à vos questions concernant la médecine alternative. Nous avons aussi reçu par erreur un courriel interne à l'OMS. De toute évidence, nos questions dérangent. Nous devrions être très prudents en acceptant à ce stade d'être interviewés dans ce film. Décidément, l'Artemisia n'est pas prête de pousser dans les jardins de l'OMS. Partout ailleurs, elle continue de se propager. La Guyane est, avec Mayotte, le dernier territoire français où le paludisme est endémique. Le village d'Antékoum-Pata est situé en zone interdite sur le fleuve Maroni. Chaleur, eau et forêt. Un biotope parfait pour le paludisme. Pourtant, la maladie est en net recul ici et dans tout le département. 5000 cas déclarés en 2005, à peine 200 en 2015. Mais de nombreux étrangers en situation illégale ne sont pas pris en compte dans les statistiques. Le village d'Antékoum-Pata est habité par les Indiens Wayana. Mimi Sikou est le dernier à récolter les végétaux utiles à la confection de peignes ou de paniers. Il connaît aussi quelques plantes utilisées par les hommes médecine avant que ceux-ci disparaissent. Ça, c'est le camo. Quand il est vert, on peut s'en servir quand on a de la fièvre. On découpe l'écorce, on la met dans l'eau bouillante et on laisse refroidir. Puis on asperge le malade avec. Quand le camo est mort, on récupère la poussière qui sort de l'écorce et c'est bon contre la toux. Les Wayana pourraient se soigner bientôt avec une plante médicinale venue de Chine. Les premières semences d'Artemisia annua viennent en effet d'arriver sur les rives du fleuve Maroni, dans les bagages d'un médecin français. Le docteur Philippe Andrieux a exercé ici en 1976. Il revient au village après une longue absence. Elle est toujours aussi belle, elle n'a pas changé. Caturido. Ça, c'est un travail magnifique. Hein. Taper des flèches, des arcs. Les peignes trio et puis... Ah oui, les peignes trio, ça, c'est super beau, ça. Ça, c'est magnifique comme travail. Ça va les enfants? Ça va et toi? Ouais. Philippe Andrieux a toujours milité pour une médecine accessible aux populations. Il profite de son voyage en Guyane pour présenter l'Artemisia annua aux infirmiers du dispensaire. Bien conscient que la plante continue d'être interdite en France, il est obligé de peser ses mots. Bonjour. Bonjour. Voilà, je viens un peu prêcher pour l'Artemisia. Pas imposer l'Artemisia, mais que un maximum de personnes en aient connaissance pour justement pouvoir peut-être développer éventuellement par la suite des plantations, peut-être ici. Et la famille peut se traiter comme ça directement sous forme de tisane. Donc ça se présente là, elles sont sous vide, hein, donc ça permet une meilleure conservation. Ces plantes qui ont été séchées, broyées. Je vais vous en laisser pour vos usages personnels si vous souhaitez. Et puis peut-être en faire bénéficier votre entourage, etc. Hein. Et du coup, les enfants, donc il n'y a pas de problème, enfants, adultes? On utilise les mêmes posologies. Bon, sauf chez les tout petits, femmes enceintes, il n'y a pas de contre-indication. Et même, on le préconise en prévention chez la femme enceinte. On a fait des études comme ça au Mali. L'accouchement s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème de paludisme chez l'enfant après, quoi. Hein. Donc une fois que c'est ouvert, on le met dans un bocal. Voilà, bien fermé et à l'abri de la lumière, quoi. Hein. D'accord. Si un villageois contractait la malaria, l'infirmière n'aurait évidemment pas le droit de proposer l'Artemisia. Elle s'en tiendrait au traitement ACT recommandé par les autorités sanitaires.
Une autre jeune femme du village a été approchée par Philippe Andrieux. C'est Aurélia Stéphanie, l'institutrice. Pour protéger ses 2 enfants métis de la malaria, elle a toujours fait confiance à la moustiquaire, pas aux médicaments. Aurélia est donc naturellement intéressée par l'artémisia et elle a décidé d'en parler à ses élèves. December 2016. Good. Je vous montre des images des plantes qu'on pourrait peut-être arriver à faire pousser. Vous avez déjà vu des plantes comme ça? Non, c'est radis. T'es radis? Elle s'appelle Artemisia. À votre avis, qu'est-ce qu'elle pourrait soigner? Quelque chose qu'il y a ici, que vous connaissez sans doute. Le paludisme. Voilà. Donc avec ces plantes, quand on aura réussi à les faire pousser, parce qu'on est fort, vous avez tous la main verte, je vous connais, on va pouvoir récupérer les feuilles et puis peut-être fabriquer un remède. D'accord? On essayera? Vous êtes content de faire ça? Oui. Ok. Au même moment, en Amérique du Nord, Pamela Waters achevait aussi un projet avec ses étudiants. La confection de cachets d'Artemisia annua, baptisé DLA pour Dried Leaf Artemisia, une sorte de compromis entre un médicament, dont il a l'aspect, et la plante séchée, dont il est l'unique composant. Pamela a mené en Afrique une étude clinique sur 18 patients qui ne réagissaient pas aux ACT. Tous ont pris les cachets d'Artemisia annua et tous ont été guéris, immédiatement et durablement. L'étude fait grand bruit dans le milieu. C'est une nouvelle brèche dans le mur d'enceinte qui enferme l'Artemisia. Les cachets de Pamela feront peut-être un jour leur apparition sur le marché. En attendant, on trouve sur Internet des gélules et des tisanes d'Artemisia. Il faut vérifier au minimum qu'elles sont autorisées dans leur pays d'origine. Parallèlement, la médecine conventionnelle continue de se montrer intraitable avec les remèdes à base de plantes. En avril 2017, l'Agence nationale de sécurité du médicament retirait du marché français un traitement à base d'Artemisia annua. Pour justifier ce retrait, l'agence se fonde sur 2 cas douteux. Des voyageurs qui ont contracté la malaria malgré un traitement préventif à l'Artemisia. Alors c'est sûr que si la personne elle a pris un tout petit peu d'Artemisia un jour sur 2, c'est évident que ça ne sert à rien. Elle a forcément eu le paludisme. Et c'est normal que les médecins qui ont récupéré un cas catastrophique ne soient pas contents de l'Artemisia annua. La posologie de la prise de tisane d'Artemisia est extrêmement précise. Elle n'est pas, on ne prend pas un peu de tisane, on prend 1 litre avec au moins 5 grammes, c'est-à-dire une énorme poignée de feuilles et tiges, dans de l'eau bouillante. Et on boit cette tisane sur la journée pendant 7 jours. Et c'est vraiment pendant 7 jours. Au bout de 2 jours, bien sûr que les gens n'ont plus de fièvre, mais il faut continuer sur 7 jours pour vraiment tuer tous les plasmodiums qui sont dans le corps de la personne. Alors qu'en Europe, la plante est encore sous le feu des critiques, les pays du Sud n'ont pas attendu pour l'adopter. L'Artemisia est aujourd'hui cultivée dans une 40aine de pays. Au Sénégal, on a dépassé le stade de la recherche pour se lancer dans la production et la commercialisation. Gavées de soleil, irriguées, enrichies à l'engrais naturel, les plantes d'Artemisia ont atteint l'âge de la maturité. Il faut récolter la plante avant la floraison. C'est à ce moment que ses propriétés antipaludiques sont optimales. La filière de l'Artemisia n'est seulement bénéfique pour la santé. Elle est aussi pour l'emploi. Ce sont des dizaines d'hommes et de femmes qui ont trouvé du travail dans un nouveau secteur.
Et je commence comme ça, à retourner les artémisias, les faire sécher. Ça soigne beaucoup de maladies. C'est facile à travailler. Une fois sèche et tamisée, l'artémisia est conditionnée sous différentes formes. Dans cette petite manufacture, on produit de la tisane, des gélules et des infusettes. Plus pratique, les infusettes seraient cependant moins efficaces que la tisane brute. Le produit a reçu l'autorisation de mise sur le marché puisqu'il respectait tous les critères requis jusqu'à l'étiquette. Dès lors que toutes ces mentions sont inscrites et en langue française, donc on donne l'autorisation définitive de fabrication et de commercialisation du produit. Moi-même, j'ai longtemps été victime du paludisme. L'État du Sénégal s'investit beaucoup dans la lutte contre cette maladie. Si un produit comme celui-ci vient en appoint dans la lutte contre cette maladie, ça ne peut être que bénéfique pour la population sénégalaise et voire plus loin pour l'humanité tout entière. Ce qui fait le succès de l'artémisia, c'est aussi son prix. Environ 5 fois moins cher que les médicaments recommandés. Certaines pharmacies proposent déjà le produit, mais elles ont préféré que notre caméra ne le montre pas, pour ne pas s'attirer les foudres de leurs grossistes en médicaments. L'artémisia est par contre déjà bien présente sur les marchés. Avant, on achetait des médicaments de la pharmacie. Ça coûtait très cher. Et puis quand tu avais le palais, quand tu buvais ça, ça ne te guérissait pas tellement là. Mais avec la venue de la tisane c'est moins cher et puis ça guérit vite. Je vous dirai tout de suite que moi-même, j'utilise cette plante en famille, depuis des années déjà. Ça, c'est du point de vue personnel. Je l'ai conseillé à des collègues, des scientifiques, qui l'utilisent. Le professeur Diallo étudie l'artémisia depuis une dizaine d'années dans son laboratoire de parasitologie à l'université de Dakar. Depuis un certain moment, nous travaillons pour voir l'activité de l'artémisia afra et nous pensons que c'est une piste qui est assez prometteuse. Dans les plantations du Sénégal et ailleurs, la recherche se concentre désormais sur l'artémisia afra, la variété africaine qui ne contient pas d'artémisinine. Elle ne peut donc pas induire de résistance aux ACT. L'afra est connue sur le continent africain depuis des siècles, de sorte qu'elle est spontanément reconnue comme une plante médicinale. Et puis, elle est plus facile à cultiver que l'annua. Mon rêve, en fait, dans cette histoire, c'est que chaque famille africaine puisse avoir un plant d'artémisia afra, qui est donc vivace, c'est un buisson, et ils se coupent de l'artémisia pour faire de la tisane un jour sur deux. Ils n'auront pas le palu, et ça sera terminé, cette histoire. Il faut vraiment pousser au bout la connaissance de cette plante, la chimie de cette plante, ou plutôt la biologie de cette plante pour comprendre. Et on s'est rendu compte qu'elle est d'une complexité fascinante. Pour quelqu'un comme moi, chimiste, c'est un plaisir quotidien de voir ces astuces. De nombreux acteurs de terrain sont persuadés que l'artémisia finira par s'imposer. Non pas contre l'avis des tenants de la médecine conventionnelle, mais au contraire avec leur assentiment. La publication des essais cliniques obligera bientôt l'OMS à revoir sa copie. Alors l'omerta cessera. L'Afrique a besoin des insoumis, les insoumis de la recherche. Ce qui me passionne dans tout ça, c'est de ne pas voir mes frères africains décédés de pathologies qui peuvent trouver des solutions, que d'attendre toujours que les médicaments soient fabriqués en Europe et que les médicaments viennent de l'Inde. Nous pouvons nous-mêmes, ici sur place, trouver des solutions, guérir nos frères avec des plantes qui peuvent être cultivées sur place. Si la tisane d'artémisia s'avère être l'ultime remède contre la malaria, on se demandera sans doute pourquoi tout ce temps perdu, toutes ces victimes, tout ce business.
Vous avez droit de savoir. Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438-877-4064. Facebook, Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi CongoConnexionTV.com.